Bienvenue à toutes et à tous dans cette rubrique servant de référence sur notre chaîne YouTube. Le but étant de faire un tour d'horizon de tout ce que vous devez savoir et pouvez faire en imagerie planétaire. Depuis la simple observation à l'œil nu et en passant par divers instruments, jusqu'à la réalisation de ses propres images, nous vous emmenons à la découverte des principales caractéristiques des planètes du système solaire et allons vous donner tous nos conseils pour réaliser au mieux vos observations. Comme vous l'aurez deviné, nous ne sommes pas ici pour parler théorie, mais pour plonger dans l'astronomie pratique. Pour en parler avec moi, qui de mieux que Mathieu, qui s'est découvert depuis quelque temps une véritable passion pour ce domaine particulier de l'astronomie amateur. Et c'est Neptune qui constituera notre objectif dans le cadre de cette émission spéciale. Et sans plus tarder, eh bien, entrons dans le vif du sujet et commençons par évoquer la période d'opposition, moment de meilleure visibilité de la planète. Oui, et ce moment, bien, revient tous les 367 jours, c'est-à-dire tous les ans auxquels, bien, on ajoutera 2 jours chaque année. Neptune, c'est la planète, comme vous le savez, la plus lointaine du système solaire. Elle est située donc à 4,5 milliards de kilomètres. Et bon, à cette distance, il faut dire qu'une différence de 77 millions de kilomètres entre son périhélie et son aphélie deviennent négligeables ou presque. Alors pour preuve, l'impact faible sur la magnitude de la planète, dont l'amplitude reste contenue, entre la période d'opposition et celle de conjonction solaire, la fourchette oscillant entre plus 7,6 et plus 8. De même pour sa taille apparente, vue depuis la Terre, elle ne varie que de 2,2 à 2,4 secondes d'arc. C'est très faible. Vue depuis la Terre, vous l'aurez donc compris, c'est à la fois la plus petite et la moins lumineuse des planètes du système solaire. D'accord, alors allons-y étape par étape. D'abord, l'observation visuelle. Que peut-on voir de Neptune à l'œil nu avec une paire de jumelles ou un petit télescope? Eh bien, considérant une magnitude limite visuelle de plus 6, quant à ce que l'œil humain peut percevoir dans un environnement nocturne, Neptune n'est pas observable à l'œil nu. Alors, pour tenter une première approche, le minimum syndical qui apparaît semble être évidemment la paire de jumelles. Mais la voir est une chose, la reconnaître en est une autre. La planète ne présente rien d'autre qu'un aspect stellaire dans un modeste instrument d'optique. Et un premier indice de sa véritable identité consistera à constater une teinte tirant vers le bleu. Un vrai cap est passé à partir d'une ouverture au moins équivalente à 150-200 mm. Poussé à fort grossissement, le télescope offre l'image d'un disque minuscule, bleu et sombre. Pour autant, aucun détail de surface ne peut être observé, en tout cas pas avec un instrument inférieur à 200 mm, pas avec un instrument, je veux dire, de 200 mm de diamètre. Sa faible luminosité, couplée à une taille apparente qui est quand même, il faut le rappeler, 20 fois plus petite que celle de Jupiter, ou même presque 2 fois plus petite que celle d'Uranus, rendent difficile un quelconque suivi visuel de son atmosphère nuageuse avec la plupart des instruments couramment utilisés en amateur. Donc, de faibles nuances d'albédo pourront parfois être perçues dans des optiques de grand diamètre, bien réglées, bien sûr, sous d'excellents cieux, mais sans qu'il soit systématiquement possible d'écarter totalement l'hypothèse d'un artefact d'observation. Alors on sait qu'actuellement les lunes de Neptune se comptent au nombre de 16, mais sont-elles accessibles dans un instrument amateur? Bah, de toutes ces lunes, en fait, la seule accessible, la plus grosse, c'est Triton.
et elle peut être recherchée à partir d'une ouverture d'au moins 250 mm. Notez-y toutefois deux difficultés majeures. D'abord, Triton est 200 fois moins lumineuse que Neptune. Ensuite, son orbite propre autour de Neptune l'amène à ne jamais s'éloigner à plus de 17 secondes d'arc de sa planète géante. Donc autant le dire de suite, c'est que la plupart du temps, eh bien, Triton reste blotti sous le couvert de la lueur protectrice de Neptune. Voilà, autrement dit, elle n'est pas facilement accessible. Pour le reste, eh bien, si aucune autre de ces lunes n'est accessible en observation visuelle dans un télescope amateur, il n'est pourtant pas impossible d'en dévoiler quelques-unes en utilisant des techniques photographiques proches de celles pratiquées en imagerie du ciel profond et en ajoutant éventuellement un filtre rouge ou proche infrarouge pour atténuer le flux lumineux de Neptune. Donc là, on vient de parler des lunes. Maintenant, eh bien, comme toutes les planètes géantes, Neptune possède aussi un système d'anneaux. Qu'en est-il de la faisabilité de leur observation? En fait, les anneaux de Neptune sont totalement invisibles aux moyens amateurs, aussi bien visuellement d'ailleurs que photographiquement. En ce qui concerne leur observation directe, donc ils sont extrêmement sombres et très fins, à la manière de ceux de Jupiter d'ailleurs, et contrairement à ceux de Saturne et Uranus. Et puis l'inclinaison axiale à 28 degrés de Neptune n'offre pas une grande ouverture de ces anneaux vus depuis la Terre, à l'inverse de ceux d'Uranus lorsqu'elle se présente à son solstice. Bon, il reste donc au-dessous des niveaux de bruit de fond, et ce, même dans les bandes d'absorption du méthane où l'éclat de Neptune eh bien, se réduit considérablement. Reste donc l'option des méthodes d'observation indirecte, telles que l'occultation stellaire par photométrie, pour envisager une détection amateur. Méthode qui fut d'ailleurs à l'origine de leur découverte initiale en 1968, puis confirmée directement par Voyager 2 en 1989. Je pense que nous avons fait le tour de l'observation en visuel. Alors parlons maintenant photographie. Peut-on donner quelques éléments de base de la technique? Oui, alors il faut le dire tout de suite, Neptune représente un gros défi en imagerie, tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, de même qu'en visuel, eh bien, elle est très peu lumineuse et minuscule. Donc avec un gain systématiquement poussé à fond, il reste bien difficile de faire descendre l'exposition d'une caméra sous les 50 millisecondes. On comprendra qu'il s'agit là d'une cible à réserver pour des nuits où les conditions de signe s'annoncent excellentes. Notez également l'importance d'une optique instrumentale bien réglée, parce que Neptune, pire qu'Uranus encore, ne supporte pas le moindre défaut de collimation. L'objet imagé est tellement petit qu'un traitement d'image, même léger, pourrait inévitablement faire monter de faux détails de surface qui se confondraient aisément avec des artefacts de décollimation. Comment utiliser maintenant, enfin, au mieux une caméra couleur sur Neptune? Eh bien, en imagerie couleur, un correcteur de dispersion atmosphérique, vous savez, le fameux ADC, est quasiment obligatoire pour éviter une aberration telle qu'un disque aussi petit que 2 secondes d'arc sera fatalement déformé. L'autre point d'attention se trouve être la calibration des couleurs au traitement. Parce que si Uranus présente une teinte à mi-chemin entre le bleu et le vert, Neptune, elle, se trouve être franchement bleue. Et pour cette étape, eh bien, il est toujours intéressant de se reporter aux images faites dans la lumière visible, par exemple par le télescope spatial Hubble, ou encore mieux, de prendre le temps d'une observation visuelle attentive sur Neptune avec son instrument propre pour apprécier par soi-même le bon rendu des couleurs. Quelle possibilité maintenant en imagerie multispectrale avec une caméra monochrome? Eh bien, lorsqu'on s'intéresse au spectre de la lumière de la planète, on comprend un petit peu mieux pourquoi Neptune tire autant sur le bleu.
Elle connaît en fait une forte absorption dans le rouge et dans l'infrarouge, et contrairement à Uranus, même le vert est à la traîne. Le pic de sa réflectivité se trouve franchement dans le bleu, voire même dans l'ultraviolet. Donc si de ce point de vue, passer un filtre ultraviolet semble tentant, bon, les défis techniques restent énormes, hein, vous l'aurez compris. Faire passer un filtre bleu est déjà un petit exploit. Sur de bonnes images, et comme en couleur d'ailleurs, on pourra y distinguer des bandes sombres proches des pôles, mais avec un peu plus de contraste que sur des images couleurs. Mais bon, si la couleur, comme dans les courtes longueurs d'onde, ont plutôt tendance à être avares en détail, eh bien l'infrarouge est toujours de bon secours avec les géantes gazeuses. Comme évoqué précédemment, de fortes bandes d'absorption se trouvent dans le spectre infrarouge de Neptune. C'est en fait le méthane, composant majoritaire, composant minoritaire de son atmosphère, qui agit ainsi. L'inconvénient de passer un filtre infrarouge est que la faible luminosité de Neptune, eh bien, s'assombrit davantage encore, et que si on ne veut pas sous-exposer, eh bien, il va falloir encore monter l'exposition, et ce largement au-dessus de 100 millisecondes. Un compromis peut toutefois se trouver, car un filtre IR bande large, en plus d'assombrir la planète, fait perdre en résolution. Il ne faut pas le perdre de vue. Et la résolution, quand on n'a que 2 secondes d'arc, ça compte. Un filtre rouge plus infrarouge se pose donc généralement comme un compromis idéal entre le contraste et la résolution. De même, un filtre CH4 tel qu'habituellement utilisé sur Jupiter et Saturne provoque une extinction presque complète de la planète. Et forcément, comme un filtre ultraviolet, va être très, très difficilement utilisable sur cette planète. Pour autant, le contraste sur les nuages supérieurs de l'atmosphère de Neptune est maximal à ces longueurs d'onde. Présent sous forme de taches ou de bandes brillantes, à moyenne et à haute latitude principalement, eh bien, on sait maintenant que leur apparition suit le cycle d'activité solaire et que le pic de leur présence suit de 2 ans le pic d'activité solaire qui agit en particulier par une augmentation des rayons ultraviolets qui eux-mêmes eh bien, interagissent avec la chimie de la haute atmosphère de Neptune. On peut peut-être préciser à partir de quel diamètre ces nuages brillants deviennent visibles. Ça va souvent tourner autour de 300 mm, actuellement autour de 300 mm, 350 mm. C'est vraiment l'ouverture minimale. Et si j'ai un télescope plus petit, genre 200, 150 ou 200 millimètres? Oui, bien en dessous, en fait, le pouvoir séparateur n'étant plus suffisant pour obtenir ces contrastes locaux d'albédo, on peut toutefois réaliser des mesures photométriques. Le but étant, toujours dans l'infrarouge, de relever tout changement notable dans la mesure des courbes d'albédo globales de la planète. À combien de temps maintenant dois-je limiter la durée de mes captures vidéo? Alors, ça dépend de la rotation planétaire, bien souvent, quand on parle de durée d'acquisition. Et celle de Neptune, cette rotation planétaire complète, s'effectue en un peu plus de 16 heures. Mais l'astre est tellement lointain et petit que la durée maximale théorique, en fait, importe peu et n'est donnée qu'à titre indicatif. Donc, dans la réalité du terrain, il n'y a, pour ainsi dire, pas de limite. Une acquisition peut se faire sur au moins un quart d'heure ou même une demi-heure, ce qui ne sera en fait jamais de trop hein, pour compenser la faible cadence d'image. Au-delà, bon, il sera toujours possible d'effectuer une dérotation WinJupos, pourquoi pas, pour éviter notamment de voir d'éventuelles taches brillantes s'étaler avec la rotation planétaire. Mais dans tous les cas, et comme dans le cas d'Uranus d'ailleurs, privilégier un traitement d'image
modérée, de manière à éviter l'apparition d'artefacts ou même à provoquer une déformation du disque planétaire. Un dernier mot peut-être sur les lunes de Neptune. Peut-on espérer voir un peu plus de choses avec une caméra qu'en observation visuelle? Oui, alors côté lune de Neptune, eh bien la bonne nouvelle, c'est que Triton peut facilement être détecté sur les images dès lors que l'on pousse les niveaux. Donc une fois votre image de Neptune traitée, vous pouvez appliquer un traitement local de façon à faire ressortir le signal de la Lune Triton sans pour autant saturer la planète. Vous l'avez compris, en fait, Triton, même si vous ne la voyez pas sur votre image, est déjà présente, bien cachée, son signal étant trop faible, sur l'image de Neptune. Donc, sa présence sur vos images de Neptune pourra d'ailleurs être très utile pour connaître l'orientation exacte de celle-ci. Alors, à titre indicatif, car c'est certainement difficile d'accès même aux amateurs les mieux équipés, on notera que des transits de Triton, pour rester sur cette lune pour le moment, des transits de Triton devant Neptune se produisent à l'occasion de fenêtres de 5 années consécutives autour des équinoxes neptuniens, soit approximativement tous les 82 ans. Alors maintenant, concernant les autres lunes de Neptune, leur magnitude est si faible qu'il faudra consacrer des captures où Neptune se retrouvera forcément sursaturé, avec des temps d'exposition très longs et une méthode d'acquisition qui sera proche en fait de l'imagerie du ciel profond. Et quand bien même, eh bien seules deux d'entre elles, Néréide et Protée en l'occurrence, peuvent être considérées comme détectables par l'amateur. Eh bien, merci Mathieu d'avoir partagé avec nous ces conseils riches et précieux. Et je souhaite rappeler également à ceux qui nous écoutent que tu partages tes travaux pratiques sur ta propre chaîne YouTube, L'Explorateur du ciel. Une large part de ton contenu présente notamment les résultats en imagerie planétaire et on y trouve même des tutoriels d'utilisation de certains logiciels. Merci enfin bien, à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de lâcher un pouce j'aime, de commenter et de vous abonner, et bien sûr de partager si le contenu vous plaît. Vous pourrez bien sûr retrouver cette vidéo et d'autres contenus similaires sous la playlist Observation et imagerie planétaire. En attendant de vous retrouver très bientôt sur la chaîne, je vous souhaite un beau ciel et de fructueuses observations avec tous ces précieux conseils.